Bon, alors, on va reprendre les travaux de cette journée. Encore une fois, merci à tous les présents. Merci à Beit el-Hekma d'abriter une manifestation aussi importante. Mais je voudrais dire au départ que, au fait, ce n'est pas la première fois que Beit el-Hekma s'intéresse au sujet. Parce que, comme l'indique ma première plaque, sur le livre des conférences de Beit el-Hekma sur l'année académique 2016-2017, il y a déjà le texte d'une conférence qui avait été donnée il y a 6 ans de cela, exactement le 12 mai 2016, et qui a porté sur la médecine personnalisée vers une thérapie ciblée pour chaque patient, et j'avais eu l'honneur de la présenter. Donc, ce n'est pas nouveau pour Beit el-Hekma, et nous espérons qu'aujourd'hui, avec un nombre d'acteurs plus important, pouvoir effectivement participer au développement de cette thématique. Alors, avant de donner la parole à mes honorables invités, je voudrais tout simplement dire, en tant que médecin, bien sûr je suis chercheur généticienne, mais en tant que médecin, que la médecine personnalisée, on connaît dans certains pays, est très importante, on en a parlé déjà à la première séance, et là que la pangénomique vient effectivement pour résoudre les problèmes de santé. Et sur cette diapo, j'ai mis 2 mains. La première main qui est en bas, c'est celle du médecin prescripteur, qui, voulant effectivement rendre service et prendre le mieux en charge son patient, va aller puiser les informations sur son patrimoine génétique, et ces informations qui seront données par une plateforme, par un laboratoire de génétique, par un service de génétique, bref, généralement par un généticien et surtout par un médecin généticien, dont la main remplie d'informations et d'interprétations des données va remplir celle du médecin prescripteur et dire l'importance donc de cette collaboration entre le médecin prescripteur et le généticien, notamment le médecin généticien. Alors, la pangénomique, j'ai utilisé un terme très vaste pour ne pas rentrer dans les détails, parce qu'on va en parler encore dans les détails pendant toute la journée. Eh bien, elle s'adresse à 2 groupes de pathologies, disons, les plus importants aujourd'hui. Du moins, je l'espère déjà, commencera-t-on par cela dans notre pays. Il y a d'abord les maladies rares, qui ne sont pas si rares qu'on le dise. C'est très important d'étudier le génome des patients pour le diagnostic. Et sachez que dans des études sur l'intérêt de l'exome sequencing, par exemple, eh bien, le diagnostic hit, c'est-à-dire le taux de positivité, est en moyenne de 40%. Donc, à peu près 1 fois sur 2, ça permet de donner une réponse positive pour le diagnostic. Et dans la salle, il y a des généticiens et des médecins généticiens qui peuvent encore plus expliquer la chose. Importance pour le conseil génétique, qui sera plus précis et plus pertinent. Bien sûr, pour le diagnostic prénatal, avec des diagnostics moléculaires précis, on peut faire un diagnostic prénatal pertinent, confiance, avec une grande confiance pour le médecin et pour le patient. Également, ça permet d'améliorer la prise en charge. Et quand je dis la prise en charge, c'est l'ensemble donc des explorations qui vont être faites chez le patient, la souffrance de la famille, la souffrance du patient, et souvent, la pangénomique va écourter cette souffrance, parce que sachez qu'en moyenne, on met 4 ans pour mettre une étiquette sur une maladie
rare, on appelle rare, et que parfois c'est une urgence dans la période néonatale. Donc on va gagner en temps et on va gagner en coût également. On va éviter plein d'autres explorations, en particulier certains tests génétiques qui sont inutiles si on étudie directement la pangénomique. Et il n'y a pas que cela. L'objectif final, normalement, c'est la thérapie, trouver une thérapie adéquate, appropriée aux patients. Et quand on parle de thérapie, on a toujours en arrière-pensée les retombées de la pangénomique sur la connaissance et surtout sur les essais cliniques qui peuvent être effectués de manière beaucoup plus pertinente en ayant des données qui sont précises et pertinentes. Deuxième groupe de pathologie, c'est l'oncologie, et la pangénomique est très rentable pour le diagnostic et donc pour le traitement, pour le pronostic et donc pour le traitement, mais également très importante pour la prédiction à l'échelle du patient, mais surtout à l'échelle de la famille. Alors, pour débattre de ces points, je vais donner juste vraiment un brossage très très rapide de l'intérêt donc de la pangénomique en pathologie en tant que médecin. J'ai l'honneur d'accueillir parmi nous d'éminents praticiens, 4 éminents praticiens qui vont nous parler de leur expérience pratique et qui vont nous donner également leur vision de cette médecine personnalisée, de cette médecine de précision en Tunisie. Et dans l'après-midi, on parlera de la position de la Tunisie dans le Maghreb et dans le monde, dans l'Afrique et dans le monde, mais d'abord chez nous. Alors pour cela, le comité d'organisation a invité les professeurs Zied Mouatamid, qui va parler en premier, et qui va nous donner les résultats d'une enquête, et c'est une très belle idée qu'il a eue, d'une enquête menée auprès de ses collègues praticiens pour leur avis concernant la génomique dans leur pratique. Il sera suivi par Dr Hatem Shaab, qui est un médecin oncologue praticien et qui donc utilise, je ne dis pas tous les jours, mais presque, il va nous le dire, les résultats de la pangénomique pour prendre en charge le mieux possible ces patients. Il sera ensuite suivi par professeur Nejwa Miledi, qui est la pionnière de la neuropédiatrie dans le pays, et qui, elle, va nous rapporter son expérience personnelle dans sa pratique quotidienne relative à ces maladies neurologiques, surtout les maladies neurodégénératives et autres, et l'intérêt qu'elle trouve dans effectivement l'exploration génomique des patients. Enfin, nous allons entendre le professeur Abdelazzer Bouzouita, qui est un praticien aussi, un éminent praticien en neurologie, mais qui est invité ce jour plutôt comme acteur dont la place est fondamentale dans la santé en Tunisie aujourd'hui, puisque, comme vous le connaissez tous, il est le directeur général de la santé au ministère de la Santé tunisienne et qui va nous faire part de, je ne dis pas sa vision, mais de ses idées, de ce qu'il peut nous apporter. C'est très important pour nous. C'est bien de rêver, mais peut-être que lui va nous remettre dans le cadre du pays en ce qui concerne la santé et la médecine de précision dans le pays. Voilà. Donc là, je vais demander au professeur Zied Mouatamri de commencer la séance en nous faisant part de ces résultats de cette enquête. Merci, madame. Allez-y, et puis moi, je vais mettre votre... Bonjour tout le monde, permettez-moi de me mettre debout, c'est une question d'habitude, je préfère être debout qu'assis. Je me présente, je suis Zied Mouatamri, chef de service de pneumologie à l'hôpital militaire de Tunis, et je vais vous présenter aujourd'hui
une petite enquête qu'on a fait avec une idée derrière que je vous présenterai d'ailleurs par la suite, moi et l'équipe de l'hôpital militaire. Et en fait, c'est le pneumologue qui est face à certains défis de cette génétique dans la maladie. En fait, dans la pneumologie, on a 3 grosses pathologies, la BPCO, l'asthme et le cancer. Les 3 pathologies, on est en train de les approcher d'une façon très ancestrale, sur des définitions anciennes. C'est une description clinique, une connaissance anatomique, physiopathologique, et on cherche une étiologie et on traite nos patients. Et on s'arrête là. On n'a pas essayé de se creuser, on n'a pas beaucoup progressé, ce qui fait qu'en pneumologie, on a énormément de retard. Rapidement, je vais faire le tour de ces pathologies. La BPCO, au fait, on met sous la même tente, sous le même parasol, toutes les pathologies tout venant. Et vous savez très très bien tous que les BPCO sont extrêmement différents entre l'emphysémateux, le bronchitique chronique et tout. On connaît ça, mais on le met dans le même sac, on les traite tous de la même manière, sans essayer trop de s'approcher de ce qui se passe par rapport à ces patients. Mais quand on regarde de plus près, il y a énormément de différences. Facteurs étiologiques différents, terrains différents, génétiques différentes. Ce qui fait que ça commence très doucement à bouger, mais pas assez vite à notre sens. Ce qui fait que cette combinaison entre génome, endotype, exposome et tout reste toujours à un stade embryonnaire et on traite toujours de la même manière tous les patients. Ce qui fait que ce qui est en bleu, c'est les progrès qu'on fait. Donc l'endotypage de ces patients BPCO est encore à un stade embryonnaire. On n'a pas toujours bien progressé. Actuellement, comme marqueur, on a les éosinophiles, les alpha-antitrypsines, c'est tout. À part ça, on n'a absolument rien par rapport à nos patients BPCO. On les traite tous de la même manière. C'est une grosse lacune. Et donc, on est loin du sur-mesure pour nos patients, du tailleur qui fait de la médecine personnalisée. On n'est pas encore à ce stade-là pour la BPCO. Pour l'asthme, c'est un léger mieux. Pour les asthmatiques, on avait depuis toujours la notion d'asthme endogène, exogène, intrinsèque, extrinsèque. On avait cette notion, mais on n'avait pas très très bien d'idée. Mais ça a bougé et on a pu, grâce à l'immunologie, grâce à beaucoup de recherches, d'identifier les profils TH1, TH2. Et ensuite, on a même poussé encore plus la recherche et on a pu identifier plusieurs profils, plusieurs cellules impliquées. Et maintenant, on peut proposer même un traitement personnalisé à certains types de patients asthmatiques. Ça progresse, ça bouge et c'est tant mieux. Donc, il y a des publications sur ça. Il y a plein de publications sur la génétique de l'asthme, sur la génétique de l'allergie. Et ça progresse, tant mieux. Maintenant, le principal point sur lequel je vais parler et sur lequel vous savez tous que ça progresse, c'est le cancer des poumons. Le cancer des poumons, la carcinogenèse, elle est multiple. Il y a plusieurs facettes, plusieurs voies d'entrée dans la carcinogenèse. Et avec la recherche, on a pu identifier plusieurs points, plusieurs voies dominantes sur lesquelles on peut agir, sur lesquelles on peut trouver, et principalement les inhibiteurs de la tyrosine kinase. On a pu identifier, vous connaissez tous le GFR, l'ALK, le ROS1, et on a commencé à identifier ça, à les traiter, à les utiliser depuis 2004, et à avoir de bons résultats. Alors que le cancer des poumons, jusqu'à il y a quelques années, c'était un cancer mortel, on n'arrivait pas à gérer nos patients, et si on n'opère pas notre patient, on va le perdre, et on connaît qu'on a juste une échéance de temps seulement. Avec la thérapie ciblée, avec l'immunothérapie, on a commencé à avoir de bons résultats, à contrôler la maladie et à contrôler nos patients, à donner de l'espoir à nos patients. Principalement le GFR et l'ALK qui ont connu beaucoup de recherches, beaucoup de résultats. Deuxième point, c'est l'immunothérapie parce que les cellules cancéreuses échappaient au contrôle immunologique et donc on a su identifier certains points sur lesquels on pouvait agir pour activer l'immunothérapie et avoir de bons résultats également dans tous les cancers, mais également sur tout ce qui est thoracique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de choix sur des inhibiteurs de tyrosine kinase, sur l'immunothérapie, sur la chimiothérapie, des combinaisons multiples, à tel point que ce qu'on est en train de proposer à l'étranger ou dans les pays développés, c'est de céder de l'intelligence artificielle pour proposer aux patients ce qu'il y a comme traitement. Le cerveau humain n'arrive pas à intégrer toutes ces informations pour détailler et donner une médecine de précision pour le cancer pulmonaire. Alors, où est-ce qu'on en est, nous, en Tunisie, par rapport à ça? Alors, on a essayé de voir avec mes collègues pneumologues qui font de l'oncologie thoracique, parce que chacun a son petit dada, sa petite sous-spécialité dans la pneumologie. Et j'ai demandé aux pneumologues, avec une idée derrière ça, de répondre à un questionnaire. Et en fait, les pneumologues qui font de l'oncologie thoracique, à 44% des cas, n'ont jamais prescrit de recherche génétique chez leurs patients. 1 sur 2 presque, alors qu'ils font ça au quotidien.
il n'y a que 5 sur 69 pneumologues qui ont fait une prescription régulière de la recherche chez leurs patients, dont 2 du service de pneumologie de l'hôpital militaire, donc 3 autres qui prescrivent ça. 40% demandaient ça lors du bilan initial, mais parmi ceux qui ont demandé, mais tous les autres, c'était soit parce qu'on a un échec, soit parce qu'il y avait un échappement, soit parce qu'il y avait une pression des patients pour avoir une autre option thérapeutique, mais seulement 40% ont commencé par faire ça, alors que dans les recommandations, on commence par ça. C'est l'option thérapeutique numéro 1 actuellement. Et seulement 13% savent quoi demander. Généralement, quand on remplit ça, dans le staff, on demande, allez-y, faites la recherche de mutation dans le vague. On ne précise pas ce qu'on cherche, on ne précise pas ce qu'on veut savoir, ni l'option thérapeutique qu'on cherche derrière ça. Si on le fait, c'est parce qu'on veut le faire, parce qu'on en a entendu parler, parce que les recommandations disent ça, et on est très, très loin de la précision qu'on cherche. Et même si donc 94% sont partants et veulent très bien connaître ça, en fait, ils sont bloqués dans la majorité, à 96%, par un deuxième obstacle, à part l'ignorance. On ne connaît pas très très bien ce qu'on cherche. Deuxième point, c'est le coût. Question de finance, 96% sont bloqués parce qu'ils trouvent ça très cher, parce que ça va alourdir la bourse est-ce que notre patient. Et en fait, ces obstacles-là, la méconnaissance de ce qu'on est en train de chercher, le coût, font qu'on ne cherche pas ça. Troisième obstacle, c'est le traitement, la disponibilité du traitement. On n'a pas toujours ça disponible. Alors, parmi les discussions qu'on a eues, avant de batailler pour avoir les inhibiteurs de l'hétérosine kinase et l'immunothérapie en Tunisie, il faudrait bien connaître le profil de nos patients. L'ALK, c'est à peu près 3 à 7% en Europe des cancers non à petites cellules. Chez nous, s'il représente 1%, ce ne serait pas intéressant d'avoir le médicament. Par contre, le GFR, c'est 10%. Si notre population elle l'exprime beaucoup plus, peut-être qu'on aura un moyen de faire pression sur le ministère pour qu'ils autorisent à avoir les TKI pour les inhibiteurs de l'EGFR. Pour finir, je veux juste donner sur une image 2 exemples de patients réels de notre service. Le premier, 54 ans, cancer non à petites cellules. On a trouvé une mutation en GFR, il a pris le traitement, au bout de 2 ans, d'un an, on a pu l'opérer, il a une survie de 2 ans et 3 mois, ça se passe très très bien avec le traitement. Le deuxième patient, la partie noire la plus sombre, c'est un jeune de 28 ans, on vient de le perdre, il vient de partir il y a quelques semaines. On a cherché les mutations classiques au GFR ALK et on n'a rien trouvé, on a proposé la chimiothérapie classique, mais à 28 ans, chez un jeune non tabagique, c'est sûr que c'est un problème génétique. C'est pas le GFR, c'est pas l'ALK, on n'a pas trouvé autre chose, on n'a pas d'option thérapeutique, on n'a rien pu lui proposer, on l'a perdu en 2 mois. Malheureusement, donc, c'est une vision assez sombre de la réalité de la pneumologie en Tunisie, mais ce qui est sûr, avec des réunions comme aujourd'hui, avec la volonté de faire, avec l'idée de faire une cartographie du cancer bronchopulmonaire chez nous en Tunisie, c'est que il va y avoir de l'espoir qui va émerger du noir. Ça commence aujourd'hui, ça se continuera, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Mouatamali, d'abord d'avoir respecté le temps imparti et puis de nous avoir donné des informations très, très, très importantes, à mon avis, parce qu'on sait que le cancer du poumon, c'est une pathologie qui est relativement commune. Enfin, je ne dis pas commune, mais qui est relativement fréquente dans le pays. Et voilà, nous avons donc une idée des prescripteurs qui, normalement, devrait, comme vous l'avez dit, commencer par l'étude génétique. Bon, on va discuter de tout ça ensuite. Et maintenant, je donne la parole au docteur Hatem Chaba, qui est oncologue médical, qui est de libre pratique, et qui va nous faire part de son expérience personnelle relative donc à oncologie et médecine de précision. Vous avez la parole. Merci, professeur Chahaboni. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui pour cette belle réunion. Et je vais essayer de vous parler de la médecine de précision et des problèmes de prescription de soins en oncologie en Tunisie. Alors, la médecine de précision propose aujourd'hui 2 approches thérapeutiques. La première, c'est les thérapies ciblées, et la deuxième, c'est l'immunothérapie spécifique.
Chaque approche va agir soit directement sur la cellule tumorale ou sur son environnement. Et ces deux approches thérapeutiques visent à bloquer ou corriger les perturbations induites par les altérations moléculaires en ciblant les anomalies moléculaires qui en sont responsables. Donc voilà l'exemple de l'approche d'action directe sur la cellule tumorale. Et donc grâce à des petites molécules, en général des inhibiteurs de la tyrosine kinase ou des anticorps monoclonaux, on va pouvoir bloquer les messagers qui vont induire, en se fixant sur la cellule, sur les récepteurs cellulaires, qui vont induire une prolifération tumorale. La deuxième approche, elle va intéresser l'immunothérapie, et là je parle sur le contrôle de nos amis immunologistes. Donc comme vous le savez, la cellule cancéreuse, grâce à sa protéine PD-L1, va se fixer sur les cellules immunitaires via le récepteur PD1 et va rendre le système immunitaire inactif. Donc grâce aux anticorps immunitaires, on va bloquer soit le récepteur de la cellule immunitaire via le récepteur anti-PD1 par des traitements anti-PD1, ou directement vont bloquer le récepteur anti-PD-L1 de la cellule cancéreuse, et ceci va rendre le système immunitaire actif et va pouvoir faire son travail. Donc, premier exemple de cette avancée thérapeutique concerne le cancer du poumon. Comme vous le savez, c'est le premier cancer en Tunisie, chez l'homme. Notre vision de cette maladie a considérablement évolué depuis une vingtaine d'années. Donc avant, on divisait les cancers du poumon en cancers à petites cellules et cancers non à petites cellules. Par la suite sont apparus les sous-types histologiques, avec l'adénocarcinome qui est le cancer du poumon majoritaire, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes cellules. Puis vers les années 2005-2006 sont apparues les mutations qui ont permis d'avoir des cibles moléculaires et des traitements qui se sont apparus. Et récemment, dans les 5-6 dernières années, on a connu le récepteur PD-L1 et leur taux d'expression, et ceci a permis de guider le traitement. Pourquoi ce testing moléculaire est très important? Parce que lorsqu'on a une cible actionnable par un médicament adapté, lorsque ce traitement est proposé aux malades, et je vous montre ici l'exemple du cancer du poumon avec un récepteur EGFR muté, et donc la courbe bleue montre les malades qui ont été traités par la thérapie ciblée adéquate, et la courbe grise, c'est la courbe qu'on a traitée avec une chimiothérapie, c'est-à-dire les traitements ancestraux, et on voit une différence de survie globale qui est l'ordre de 7 mois. Donc, lorsque la cible elle est identifiée et on dispose d'un traitement qui va bloquer cette cible, on obtient un résultat efficace sur le traitement de la maladie. Alors, aujourd'hui, 50% des patients qui ont un adénocarcinome ont une mutation actionnable, c'est-à-dire qu'on peut traiter par une thérapie ciblée. Majoritairement concerne les récepteurs LGFR, c'est de l'ordre dans la littérature de 17%, et je pense qu'en Tunisie, ce pourcentage est beaucoup plus faible, puisqu'on a une population qui est beaucoup fumeuse. La deuxième cible, c'est le gène KRAS, qui est plutôt un gène qui va conférer un mauvais pronostic aux malades. Ça concerne 25% des malades. Et là, dernièrement, on vient de découvrir une thérapie ciblée contre le gène KRAS. Troisième cible, c'est les mutations des gènes de fusion ALK, aux alentours de 7% dans la littérature. Et puis, on trouve des mutations de l'ordre de 1% à 12% qui vont concerner le récepteur MET, HER2, ROS, BRAF, et j'en passe. Alors, comment tester ces tumeurs? Et puisque on a des petits fragments tissulaires grâce à la biopsie bronchique pour les tumeurs pulmonaires, et donc il va falloir utiliser le testing NGS. Et ce testing va être proposé à tous les malades qui ont
un carcinome non à tête de cellules avancé, et majoritairement, c'est les adénocarcinomes. Il va falloir avoir les résultats dans les 10 jours ouvrables pour pouvoir proposer rapidement le traitement adapté aux patients, puisque le facteur pronostic le plus important pour les maladies évoluées, c'est l'état général. Il faudra démarrer la thérapie avant l'altération de l'état général. Il va falloir aussi tester le taux d'expression de PDL1 chez tous les malades qui ont un carcinome non à petites cellules. Gardez en tête le résultat des PDL1 et ne démarrer le traitement par immunothérapie qu'en cas d'absence d'une mutation actionnable. Alors, je vais vous parler des mutations les plus fréquentes qu'on demande dans notre exercice quotidien. Tout d'abord, les mutations activatrices de l'EGFR, donc c'est 17% des malades. Elles sont plus fréquentes chez les non-fumeurs ou peu fumeurs, chez les femmes et chez les Asiatiques de l'Est. Donc, comme je disais, le récepteur le plus connu, c'est les mutations de l'EGFR, 17% des malades. On a des mutations classiques telles que les mutations des lésions de l'exon 9 et des mutations L858R. Et on vient de découvrir des mutations atypiques rares, mais elles sont là et qu'il faudra traiter par d'autres par les TKI de deuxième génération. Lorsqu'on prescrit ces médicaments, on obtient des taux de réponse objectifs entre 70 et 80% et des survies globales de 27 à 38 mois. Il faut savoir que le taux de survie global moyen avec la chimiothérapie seule pour les cancers du poumon, c'est de l'ordre de 10 à 12 mois. Donc, avec ces médicaments, on modifie considérablement le pronostic et on obtient des augmentations de la survie de l'ordre de 20 mois. La deuxième mutation, c'est les mutations du gène de fusion ALK. Là aussi, ça concerne 4 à 6% des malades. On dispose dans l'international de 5 inhibiteurs de la tyrosine kinase. Là aussi, ça donne des taux de réponse objectifs de l'ordre de 80%. Et le pronostic de ces malades, lorsqu'ils sont sous cette thérapie, est indéniablement supérieur à la chimiothérapie seule. Troisième gène de fusion, c'est les mutations du gène ROS1. Et là aussi, des thérapies ciblées spécifiques à cette anomalie et des taux de réponse de l'ordre de 60 à 70% et des augmentations considérables de la survie globale. Et voilà, aujourd'hui, en 2022, au fait, on n'a pas un cancer du poumon, mais plusieurs types de cancers du poumon. Et à chaque fois qu'on a une anomalie détectée, on est en mesure de prescrire une thérapie ciblée. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les courbes de survie sont nettement améliorées par rapport à un traitement traditionnel standard qui est la chimiothérapie. Deuxième avancée majeure, donc, c'est l'immunothérapie. Et donc aujourd'hui, au diagnostic d'un cancer du poumon non à petites cellules, on va proposer d'emblée le testing moléculaire et le taux de PDL1 par immunohistochimie. Lorsqu'il y a la cible qui est là, on va prescrire en première intention une thérapie ciblée. Et lorsque la cible n'est pas là, on va plutôt prescrire une immunothérapie, plus ou moins chimiothérapie. Voilà. Donc, j'ai choisi 2 cas cliniques de ma pratique quotidienne. La première concernant une patiente, Madame Zakia, qui est venue me voir en avril 2021 et pour une toux sèche qui évolue depuis 45 jours. Le scanner a montré une tumeur lobaire inférieure droite de 50 mm de grand axe avec un épicissement pleural malin. La biopsie de la masse au scanner avait montré un carcinome épidermoïde kératinisant bien différencié et le PET scanner a confirmé les données du scanner puisqu'il a montré une hyperfixation pathologique sur la tumeur du lobe inférieur droit et une hyperfixation pathologique de la plèvre. Et donc, vu qu'il s'agissait d'un carcinome épidermoïde chez une femme non fumeuse, un panel NGS a été demandé et qui montre une mutation sur l'exon 19 de l'EGFR
Et donc, cette patiente a été mise sous un inhibiteur un inhibiteur de l'EGFR de troisième génération, qui est l'osimertinib à la dose de 80 mg. Et je vous ai mis au diagnostic, il y avait la tumeur initiale avec les métastases au niveau de la flèvre. Et là, dernièrement, elle venait me voir en consultation. Elle est en réponse complète, avec un recul de pratiquement 1 année et demie. Deuxième cas clinique, c'est une patiente de 52 ans qui n'est pas fumeuse et qui s'est présentée aux urgences en juillet 2020 pour un syndrome d'hypertension intracrânienne. L'IRM cérébral a montré un épaississement méningé suspect. Le scanner montre une tumeur pulmonaire. On fait une biopsie de la masse pulmonaire, confirme un adénocarcinome moyennement différencié. Et la ponction lombaire montre la présence de cellules carcinomateuses cytokératine positive pour confirmer qu'il s'agissait d'une tumeur de cellules d'origine épithéliale. Et donc, au départ, on n'avait pas le panel NGS et on avait, devant l'urgence thérapeutique, on avait commencé par faire des injections intrathécales de chimiothérapie. Et dès qu'on avait le résultat de l'NGS, qui avait montré une délétion dans l'exon 19 du gène EGFR, cette patiente a été mise sous osimertinib parce que c'est un traitement qui passe la barrière hématoménagée. Ce traitement a été instauré en septembre 2020. J'ai vu la patiente en fin août 2022 et elle est en excellent état général, asymptomatique et en réponse partielle sur les examens. Alors pour votre information, un cancer du poumon avec méningite carcinomateuse, dans les séries, le taux de survie était de l'ordre de 3 à 4 mois. Cette patiente, elle est avec nous, ça fait depuis 2 ans déjà. Alors, deuxième révolution dans la médecine de précision le cancer de l'ovaire. Les biomarqueurs génétiques qu'on demande fréquemment dans le cancer de l'ovaire concernent les mutations de gènes BRCA et les gènes regroupés sous les gènes qui rentrent dans la famille des déficits de recombinaison homologues. Toutes les sociétés savantes recommandent de faire le testing génétique pour toute patiente qui a un cancer de l'ovaire. Et ces mutations, lorsqu'elles sont germinales, c'est-à-dire héritées par les parents, c'est de l'ordre, les mutations dans le cancer de l'ovaire de type séreux, c'est de l'ordre de 13%. Quand on regarde cette mutation directement dans le tissu tumoral, ce taux passe à 22%. Et quand on regarde tous les gènes du déficit de recombinaison homologue, on passe à un taux de 50%. Ce taux est très important parce que on va pouvoir prescrire à ces malades qui ont une mutation dans ces gènes un inhibiteur de PARP. Ce traitement va être prescrit après avoir obtenu une réponse objective sous chimiothérapie. Donc, c'est des prescriptions d'anti-PARP en maintenance après la chimiothérapie. Et lorsqu'on a cette mutation, vous voyez la différence de résultats dans la survie sans progression. Là, je vous ai mis 3 courbes avec 3 anti-PARP différents. Et donc, notre vision de le cancer de l'ovaire aujourd'hui s'est nettement améliorée. En 2003, on n'avait que la chimiothérapie. On est arrivé à un maximum de résultats puisqu'on a su qu'on ne pouvait pas avoir de meilleurs résultats qu'en faisant une chimiothérapie par taxane et platine. En 2011, il y a eu un premier changement de pratique en rajoutant un anticorps monoclonal qui cible le VEGF. C'est le bevacizumab qui a permis d'améliorer la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie seule. Et depuis 2018, deuxième changement de pratique, puisqu'on a mis en route les inhibiteurs de PARP en maintenance dans le traitement de cancer de l'ovaire. Et depuis 2019, il y a d'autres études qui se sont apparues et qui ont permis de prescrire ces anti-PARP en maintenance
même si la patiente n'était pas porteuse de mutations sur les gènes du groupe HRD. Voilà, je termine vite. Pour les cancers gastro-intestinaux, c'est la même chose puisqu'on a des cibles actionnables. Pour le colorectal, on a des mutations. On va rechercher les mutations du gène BRAF, le gène HER2. On va pister les cancers qui ont une instabilité microsatellitaire puisque ce statut va conférer une sensibilité à l'immunothérapie. Voilà, je crois que j'ai dépassé mes... En conclusion, la médecine de précision n'est plus un mythe. La personnalisation et l'individualisation du traitement des cancers conduisent à de meilleurs résultats. Les analyses des biomarqueurs chez tous les patients atteints de cancer sont extrêmement pertinentes et nécessitent une assurance qualité et des connaissances spécifiques pour les appliquer dans notre pratique quotidienne. Les marqueurs pertinents conduisent à un changement de la stratégie thérapeutique, de la prise en charge des cancers, et je vous remercie. Merci, Dr Chahaba, pour votre présentation qui est assez détaillée et en même temps globale. Et on va terminer la série des présentations par celle du professeur Najwa Miledi, qui va nous faire part, elle, de son expérience dans la pratique de la neuropédiatrie. Vous avez la parole. Merci, professeur Habiba Chabouni, membre de l'Académie des arts et des sciences. C'est pour moi une fierté aujourd'hui de répondre à cette invitation qui donne la parole à une nouvelle spécialité fondée dystociquement en 1984 en Tunisie. Le rôle du médecin prescripteur en neurologie pédiatrique est fondamental. C'est d'une bonne maîtrise de l'identification des tableaux cliniques et de leur spécificité pour chaque enfant ou adolescent que le neurologue pédiatre se positionne comme étant un partenaire indispensable dans l'équipe qui va être amenée à prescrire, à interpréter et à rendre le résultat famille parce que le résultat de toute étude de génomique appartient aux patients. Nous sommes des facilitateurs pour des acquisitions qui appartiennent aux patients. La formation des ressources humaines est fondamentale. Les données sont très délicates et il doit y avoir toujours un va-et-vient entre le clinicien prescripteur et le généticien moléculariste qui rend un résultat. Et souvent, dans notre pratique spécifique tunisienne de la neurologie pédiatrique, on nous répond que cette délétion, cette mutation n'a jamais été décrite. Cependant, nous continuons, nous persistons et un va-et-vient d'interprétation des résultats aboutit à des découvertes spécifiques à la population tunisienne. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais dire que le résultat est négatif parce qu'il n'a pas été décrit dans la littérature. Non, le résultat nous appartient. Il appartient à la spécificité clinique de nos enfants, de nos adolescents, et nous devons nous atteler à rechercher les spécificités et à garder ces résultats en mémoire et à les publier, à faire valoir notre voix à l'échelle internationale. Pour bien avancer dans ce domaine,
une collaboration nationale et internationale respectant l'éthique biomédicale est fondamentale. Le partenariat public-privé, je n'insisterai pas assez en disant que c'est fondamental dans l'intérêt du patient. Le patient doit pouvoir aspirer à avoir son dossier dans l'avenir stocké dans la blockchain avec un double code. Un code qui appartient au malade et un code qui appartient au personnel traitant. La blockchain est une fatalité. Il ne s'agit pas d'informatiser simplement les dossiers pour les mettre dans des banques de données qui dépendront de X ou de Y. La blockchain est la seule garantie de sécurité des données des patients. Les patients nous font confiance. Les patients se livrent à nous dans un état de détresse pour ces maladies rares, jusque-là incurables. Je n'insisterai jamais en les remerciant et en formulant profondément notre humilité par rapport à cette confiance. Cette confiance est fondamentale pour analyser un trio, le cas index, l'enfant ou l'adolescent, et les deux parents directs. C'est fondamental de faire l'étude du trio pour préparer l'avenir du conseil génétique et d'un éventuel diagnostic prénatal quand le couple est jeune et en âge, surtout pour la mère, procréation. Surtout, dans notre contexte de forte consanguinité, la moyenne étant de 30%, mais des régions où elle est de 90%. Chose qu'avait rappelé il y a quelques années Habiba Chabouni dans ses travaux. Donc, nous sommes. Il y a associé à cela l'endogamie. Ne négligeons jamais l'endogamie. Parce que même s'il n'y a pas de consanguinité, quand ils sont de la même région, on retrouvera un effet fondateur. D'où notre orientation dans le cadre de notre spécialité vers une surspécialité qui est la neurogénétique, qui s'impose à nous, qui est devenue une pratique quotidienne que nous avons prise, que nous nous sommes formés grâce à ce contact et ce va-et-vient avec les généticiens molécularistes et avec la génomique. C'est ce qu'avait initié depuis les années 80, feu notre maître, professeur Mounji Ben Hamida, qui, en identifiant la myopathie chez les filles, ne s'est pas dit « c'est pas vrai, je me trompe ». Il a dit « oui, c'est une réalité de notre pays ». Avançant, il a mis toute sa carrière pour aboutir à l'identification de la myopathie récessive autosomique tunisienne que, malheureusement, les autorités scientifiques internationales ne lui ont pas accordé l'éponyme myopathie de Mounji Ben Hamida. Et je le regrette. La place, je n'insisterai pas assez sur la place des associations scientifiques, des associations de malades qui sont là pour la dissémination des résultats de nos recherches. C'est fondamental. Et ces associations, j'aurais fini. Je préfère qu'on laisse ça pour la discussion avec le public. D'accord. Alors, je commencerai par intervenir sur le rôle dans le diagnostic positif. Devant une hypotonie congénitale, avec un éveil normal, avec un regard inquisiteur, le nouveau-né, il est déjà très vif. Il a un regard qui nous interpelle. Auparavant, on disait que c'était probablement une maladie de Wernicke-Hoffmann. En fait, avec l'analyse moléculaire chez ce nouveau-né, on est parvenu à définir le nombre de copies du gène SMN1 avec une disparition de l'exon 7
persistance d'un certain nombre de copies du gène SMN2, ce qui nous amène à poser avec certitude le diagnostic de la myotrophie spinale de type 1, SMNA. Devant des convulsions fébriles, auparavant, chez un enfant, on disait que c'était banal, que les convulsions fébriles vont céder vers l'âge de 5 à 6 ans. La pratique nous a appris qu'il y a des convulsions fébriles de la petite enfance qui, malheureusement, évoluent vers une encéphalopathie. Et cette encéphalopathie s'exprime par une épilepsie myoclono-astatique qui entraîne des crises avec chute, obligeant le port de casque à l'enfant. Vous imaginez la vie intolérable de ces familles ayant un enfant présentant ces crises astatiques avec chute, avec traumatisme crânien, ces crises pharmacorésistantes. L'identification d'un variant pathogène du gène CYFIP2 nous a permis de faire le diagnostic de syndrome de Dravet. Du diagnostic positif, nous allons vers le diagnostic étiologique. Le groupe des encéphalopathies épileptiques développementales apparaissant très tôt dans la vie de l'enfant, dans les années 80, on les classait, selon la classification internationale des maladies, comme étant des encéphalopathies d'origine indéterminée. Actuellement, les encéphalopathies épileptiques développementales sont reconnues de déterminisme génétique lié au gène dominant CYFIP2 ou au gène dominant KCNT2. Et on va voir, quand on va parler du chapitre du traitement, l'importance de ces identifications. Les myopathies, j'y reviens. Pendant les années 80, c'était des myopathies des ceintures. Actuellement, on parle de limb-girdle muscular dystrophy type 2. Et dans ce groupe type 2, il y a le 2C qui est le plus fréquent en Tunisie, qui est lié au gène récessif SGCG. Le LGMD2I fréquent à Kasserine, qui est lié au gène récessif FKRP. On va en parler de l'intérêt dans l'ajustement thérapeutique. Pour cet enfant qui est tombé tout le temps, qui portait un casque, le fait d'avoir identifié le gène a permis de prescrire un traitement spécifique, le stiripentol. Je salue la CNAM, je salue la pharmacie centrale, qui nous ont permis d'importer ce médicament qui ne figure dans aucun classement national. Et cet enfant, actuellement, est scolarisé et ne porte plus de casque. La thérapie génique confirmée, des amyotrophies spinales. En cas de dépistage systématique de cette affection, le traitement par thérapie génique au nusinersen permet d'éviter la maladie s'il est administré en dépistage néonatal dès la naissance de l'enfant. Ça évite le décès hatmi à l'âge de 2 ans et ça évite les formes condamnées au fauteuil roulant toute leur vie. Ça fait des citoyens normaux. Enfin, nous arrivons aux myopathies et l'intérêt d'identifier le gène parce qu'actuellement, en collaboration internationale, un essai clinique de thérapie génique va bientôt être lancé au mois de février et la Tunisie est reconnue comme un centre d'essai phase 2, chose qui n'est pas arrivée auparavant. Et je remercie l'Institut Pasteur de Tunis, je remercie les autorités du ministère, spécialement Monsieur le ministre Mrabt, qui a permis au laboratoire de virologie de l'Institut Pasteur d'être classé sécurité niveau 3. C'était la condition fondamentale pour introduire une thérapie génique pour ces myopathies tunisiennes récessives autosomiques. Enfin,
Le conseil génétique, je l'ai évoqué, j'y reviens. L'analyse du trio est fondamentale pour aider ces familles. Parce que s'il s'agit d'une transmission récessive autosomique dominante ou récessive liée au sexe, il y a une conduite particulière pour les grossesses suivantes. Mais si la mutation est de nouveau, et ces mutations de nouveau sont fréquentes avec le réchauffement climatique, avec la pollution atmosphérique, ils deviennent de plus en plus fréquentes. Le diagnostic prénatal, le prélèvement du trophoblaste est l'idéal, et je salue les équipes de gynécologie obstétrique qui nous aident de manière adéquate pour faire de bons prélèvements de trophoblaste, à défaut de liquide amniotique, qui malheureusement est un peu tardif, pour étude du variant pathogène, du gène préalablement identifié par l'étude du trio. Il ne s'agit pas de faire un diagnostic prénatal sans avoir identifié au préalable le variant chez le trio. Les index, le cas index, je l'évoque à propos de cette famille de Kasserine par mutation du gène FKRP qui a récemment été réalisé. Et le fœtus est normal, surtout si vous saviez que dans cette famille, cette grossesse, deuxième grossesse, le premier étant myopathe en fauteuil roulant, et la deuxième grossesse, c'était une fécondation in vitro. Vous comprenez l'importance de répondre dès les premiers mois à cette maman en lui disant que le fœtus est indemne. Elle va psychologiquement vivre de manière positive une grossesse et c'est fondamental pour une maman. La médecine de précision, je n'insisterai pas assez, est la résultante, comme j'ai essayé de vous l'exprimer, d'une coopération fondamentale entre, dans notre spécialité, le neurologue pédiatre, qui est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui reçoit les malades, c'est lui qui donne les résultats, c'est lui qui, avec l'aide des généticiens moléculaires, permet d'identifier le variant et devrait être en mesure de donner un conseil génétique. La thérapie pharmacologique, je l'ai démontré dans ce cas de syndrome de Dravet, et la thérapie génique qui, j'espère, est notre espoir en termes de neurologie et de neurologie de l'enfant, parce que jusque-là, on considérait la neurologie comme étant une spécialité attentiste. Non, nous serons de plus en plus actifs pour aider ces familles, pour aider ces enfants, pour éviter les déficiences, qu'elles soient mentales ou motrices, et surtout permettre à ces enfants de ne pas être des handicapés à lourdes charges socio-économiques. Je vous remercie. Merci, professeur Miledi, pour cette présentation. Désolée de vous avoir arrêté pendant l'introduction parce que je souhaiterais que la salle réagisse effectivement et pose des questions. Et peut-être que je dirais la place du généticien est très importante, pas seulement le généticien moléculaire. Je pense que c'est un tout, effectivement, entre le neurologue pédiatre et le patient, et qui passe par le généticien, par le médecin généticien. Alors, je donne la parole maintenant au professeur Abdelzer Bouzouita, qui, comme je l'ai présenté tout à l'heure, est un praticien urologue, mais qui est invité aujourd'hui comme responsable, comme l'un des premiers responsables au ministère de la Santé. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Chabouni. Bonjour à tous, honorable assistance, chers maîtres, chers amis. C'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui présent en cette journée avec un thème moderne et une vision futuriste. Et je remercie l'Académie tunisienne Beit el-Hikma d'avoir organisé cette journée avec cette thématique et organisé un programme aussi riche. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, professeur Chabouni. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler avec ma casquette d'urologue, et j'aurais bien aimé le faire également, mais je vais parler avec la casquette ministère de la Santé. Et vous m'avez posé une question. Est-ce qu'on peut continuer à rêver en cette journée, ou est-ce que vous allez bloquer notre rêve? Et donc, vous m'avez rendu ma mission un peu difficile, mais la question et la réponse, elle est facile. Personnellement, je suis de nature optimiste, et quand on est optimiste, on rêve. Mais en fait, quand on rêve, il faudrait montrer que le rêve est réalisable.
Et je vais essayer, à travers mon intervention, excusez-moi que je n'ai pas fait des diapos, mais je vais essayer de m'exprimer pour dire comment est-ce qu'on peut avancer et qu'est-ce que le ministère est en train de faire pour réaliser ce rêve dont on parle aujourd'hui. Au cours des exposés auxquels on a assisté ce matin, on montre un peu qu'il y a des choses qui ont été faites en Tunisie et qu'on ne part de rien du tout. Et ça, c'est important et ça montre un peu la richesse de l'histoire de la médecine tunisienne et de la recherche dans notre pays, et c'est important. Et je rebondis tout ce qui a été dit, et en particulier sur les paroles de ces professeurs Ali Saad. On doit se baser sur l'acquis de ce qu'on a dans nos services, dans nos hôpitaux et dans la formation acquise auprès de nos jeunes. Aujourd'hui, en présence de 2 présidents de collège, ça montre un peu la vision qu'on a au niveau de notre pays dont à la formation et l'importance en Tunisie de la formation en matière de santé. Mais en fait, santé n'est pas également médecine. Et ça, c'est une confusion auquel on est confronté tous les jours. Santé, c'est plusieurs paramètres. Et l'OMS aujourd'hui définit santé comme une santé unique, santé de l'environnement, santé animale et santé humaine. Aujourd'hui, quand on voit un peu quel est le centre d'intérêt et comment on doit affiner notre politique de santé, on doit cibler 2 axes importants. La première étant l'environnement dans lequel on est en train de vivre et l'agression de l'environnement vis-à-vis de la santé animale et de la santé humaine, mais également l'approche génomique et la place de la génomique dans la prise en charge, dans le pronostic et dans la prévention. Et donc aujourd'hui, autour de cette thématique, ont été bâties les règles de base de la politique nationale de la santé, puisque j'étais censé dès le départ parler de cette vision, et je ne vais pas trop la détailler, mais pour rappeler les 5 axes importants de la politique nationale de la santé. En premier lieu, avoir une santé de proximité et familiale aux citoyens tunisiens. La deuxième, c'est de développer un paquet de services essentiels, avoir un régime unifié pour les Tunisiens, avoir des ressources suffisamment développées et allouées pour avoir une médecine de pointe et protéger la santé du Tunisien, et surtout l'axe de la protection. Et quand on voit un peu, quand on lit de près la politique nationale de la santé, on peut constater que tous les jours, nous sommes en train d'œuvrer dans la même démarche, puisque c'est une politique très logique permettant d'avoir une prise en charge adéquate, une prévention adaptée à notre quotidien. Aujourd'hui, la présence dans la salle de l'équipe de la direction et de la recherche, dirigée par le professeur Marie Mokhrouf, et surtout la vision moderne au niveau du ministère, consolidée par le recrutement récemment d'une assistante chercheur, et c'est une première dans l'histoire du ministère, elle est présente avec nous, le Dr Wafek Amoun, montre un peu la vision aujourd'hui du ministère de la Santé pour donner cette image positive aujourd'hui du ministère pour lancer la recherche. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter le quotidien que vous voyez aussi dans les médias, dans nos hôpitaux, que ce soit dans les cliniques, etc. Et pour rêver, la direction de la recherche constitue au sein du ministère la direction qui nous fait rêver tous les jours. Et aujourd'hui, avoir une vision futuriste, une vision optimiste, ne peut se faire qu'à travers la recherche. La recherche, et comme le professeur Koussaïd Delege l'a précisé, n'est pas uniquement une question de moyens, mais c'est une question de vision et de politique du pays et de volonté. Aujourd'hui, notre présence ici témoigne un peu de l'importance qu'on est en train de donner au secteur de la recherche. Vous avez parlé dès le départ du grand projet Génome Tunisia qui a démarré en 2019. Aujourd'hui, la loi de finances, elle est publiée. Vous voyez, il y a une ligne dédiée à Génome Tunisia et une réunion de relance de Génome Tunisia sera organisée mercredi prochain au ministère de la Santé. Ça, c'est un message fort, je pense, auprès de tous les acteurs. Et l'idée principale et la démarche et les principes avec lesquels nous sommes en train de gérer les projets, il y a des mots-clés qui sont importants à définir. La première est l'approche pluridisciplinaire. Aujourd'hui, plus on est précis dans notre vision, plus on a une médecine de précision et plus on est large dans l'inclusion de tout le monde. Aujourd'hui, inclure tous les acteurs dans la prise en charge globale de la santé de l'être humain avec les différents secteurs que j'ai cités est très importante parce qu'aujourd'hui, la vision unilatérale ne peut être précise. Et l'approche multisectorielle, multidisciplinaire est importante et c'est sur laquelle on se base à chaque fois qu'on aborde un sujet particulier. Deuxième mot-clé est le partenariat public-privé.
On n'arrête pas d'en parler depuis quelques mois ou depuis quelques années d'un éventuel partenariat. Mais en fait, c'est quoi le partenariat public-privé? Et à chaque fois qu'on se réunit dans les thématiques ou dans les différents secteurs où on se déplace, on pose la question à tout le monde de nous donner des idées concrètes. Comment améliorer le partenariat public-privé? Et ici, c'est une occasion pour saluer le professeur Heshmi Louzil et toute l'équipe de l'Institut Pasteur qui actuellement donne beaucoup d'élan positif à cette image-là. Aujourd'hui, avec le projet de fabrication de vaccins d'ARN, nous avons élaboré des idées de partenariat public-privé. Aujourd'hui, c'est le seul point où il y a une image claire d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, parlant de cette médecine de précision, c'est une occasion, et j'espère qu'à la fin de la journée et dans la partie recommandation, il y aura des idées concrètes, des actions pour avancer, et non pas des phrases théoriques comme d'habitude pour les mettre au niveau des textes de PPP. Le partenariat public-privé aujourd'hui s'est concrétisé également par le message positif auprès des startups. À chaque fois qu'il y a des réunions des startups, nous avons lancé l'appel pour dire que nous allons définir les besoins du ministère de la Santé en matière de santé de façon globale et pas uniquement médicale. Il y a la médecine, il y a le domaine pharmaceutique, le médecin dentaire, animal, environnement, paramédical, etc., etc. Et donc, la présence des startups dans cette vision futuriste de la prise en charge de la santé en Tunisie est importante. Et on n'arrête pas d'insister sur le volet qui manque à notre vision, qui est la vision de la prévention. Aujourd'hui, ce que vous avez montré dans les présentations de carcinologie, mais également de neurologie, montre la place très importante de la génomique dans la partie thérapeutique. Mais on sait très bien que cette approche génétique également a une place dans la prévention, et ça a été montré pour plusieurs autres pathologies. Et donc c'est important aujourd'hui de mettre un peu cette génomique dans la prise en charge globale de l'être humain dans notre pays, mais également dans le monde. Aujourd'hui, cette médecine de précision, et ce qu'on a vu, est vraiment le résultat de ce qu'on appelle la recherche appliquée. Auparavant, la recherche était purement scientifique, on ne voyait pas trop l'impact clinique. Aujourd'hui, ce que vous avez présenté montre la place réelle de la recherche dans la prise en charge globale. Et ça, encore une fois, ça permet d'ancrer l'idée de l'approche multidisciplinaire et de la participation de tous les intervenants au niveau de ces réunions et de cette approche. Et ça, ça a été présenté dans le projet Génome Tunisia qui réunit tous les acteurs en matière de cette discipline. De notre côté, et en collaboration avec les caisses, et surtout la Caisse nationale de l'assurance maladie, dans le cadre de la politique nationale de la santé, on s'est posé la question comment améliorer le financement de la prise en charge de certaines pathologies. Entre autres, nous avons parlé aujourd'hui de la carcinologie, mais il y en a beaucoup d'autres. Comment peut-on affiner, adapter nos moyens, nos ressources à cette approche un peu moderne? Actuellement, ce qu'on voit dans plusieurs projets, c'est l'approche copier-coller. Le copier-coller, malheureusement, ne marche pas de façon systématique. On peut s'acquérir des expériences étrangères, on peut s'acquérir des échanges, mais il est important d'adapter ces visions-là à notre quotidien, à notre environnement tunisien. Et donc, en faisant ces réunions avec les caisses, on s'est posé la question comment, avec nos petits moyens, améliorer cette vision moderne de la prise en charge et pourquoi pas aller vers la médecine personnalisée. Et donc, tout simplement, la première des choses à développer, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaires. Aujourd'hui, ces réunions qui sont réalisées dans plusieurs hôpitaux, dans plusieurs cliniques, mais de façon, on va dire, amicale. Aujourd'hui, nous avons lancé une réflexion sur l'installation obligatoire des réunions de concertation pluridisciplinaires, démarrant par la carcinologie, qui va ensuite s'étaler pour les autres pathologies. Je peux citer qu'à l'hôpital de l'Ariana, aujourd'hui, il y a des RCP pour la pneumopathie interstitielle diffuse, pour la prescription de médicaments coûteux. Et donc aujourd'hui, les caisses, et je parle sous c'est Riyad Ben Abbas qui va parler après de la CNAM, cette approche-là donne un confort important aux caisses pour le financement des thérapies assez coûteuses. Et donc aujourd'hui, le développement du concept de l'RCP est très important et la place de la génétique, elle est primordiale dans la vision de la carcinologie aujourd'hui. La relance du projet de loi qui a été lancé par le professeur Maël Mkhrouf récemment, vous avez vu un peu la relance par des mails pour essayer d'avoir la réflexion. Le projet, je ne dirais pas qu'il est prêt, il manque
quelques petites améliorations et on est vraiment pressé de le publier pour faciliter toute la démarche de la recherche en Tunisie. Et en fait, mot-clé, encore que j'aimerais bien le mettre en place, c'est que la vision ensemble, quand on a une même vision unique, malgré qu'on ait de plusieurs domaines différents, permettra d'accélérer la finalisation de ce texte de loi et sa publication. Nous avons également procédé à une mise à jour de la nomenclature des actes. Ça paraît un mot très simple. C'est quoi la nomenclature des actes? Ça permet au ministère de définir les actes qui doivent être réalisés dans le secteur public et dans le secteur privé. Avoir un nom exact d'un acte avec une codification adéquate permet d'étudier plus tard le coût de la prise en charge et le coût des explorations. Et c'est une approche importante parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'économie de santé, on ne peut parler de recherche, d'exploration, de prise en charge sans avoir une idée sur le coût exact de la pathologie dès le départ jusqu'au traitement. Et cette approche-là permettra avec les caisses d'étudier de façon régulière et non pas de façon ponctuelle la prise en charge de toutes les pathologies et surtout, cette mise à jour a été fixée, orientée dès le départ vers les explorations avant d'aller vers la thérapeutique. Et là, ça montre un peu la vision du ministère qui est en train de renforcer les mesures de prévention, mais également les mesures d'exploration et de la recherche de façon globale. Donc, avant de terminer, Mme Sonia Abdelhak a attiré l'attention sur les problèmes administratifs et sur tout ce qui existe en matière de marché public, de ressources humaines, etc. Pour donner un petit message positif, il y a aujourd'hui un décret-loi d'octobre 2022 qui a facilité une des étapes quand il y a un financement étranger. On va considérer que cette étape-là a donné un peu aux administratifs de changer la vision, c'est-à-dire d'avoir une vision plus positive pour aller vers l'avant, pour voir comment faciliter les procédures sur le plan achat. Nous avons assez de financement. On est très apprécié par les bailleurs de fonds étrangers, mais c'est vrai que nos procédures sont compliquées. Et j'espère qu'ensemble, et avec cette relance de cette loi d'octobre 2022, on aura peut-être d'autres réflexions avec les gens qui s'occupent de ces marchés pour aller vers l'avant. Les ressources humaines, c'est un grand débat aujourd'hui, et j'espère qu'on aura des messages positifs bientôt. Aujourd'hui, c'est les titulaires contractuels qui sont devenus titulaires, demain peut-être avoir une autre approche pour encourager les chercheurs à rester dans le secteur et surtout en Tunisie. Et donc là, j'ai essayé de faire un petit tour d'horizon sur les approches que nous sommes en train de mener au ministère, de ces messages positifs, et pourquoi pas aujourd'hui, à la fin de cette réunion, nous donner encore plus d'idées. Et c'est une réunion, comme c'est précisé, de réflexion qui permet au ministère et aux gens qui travaillent dans les différentes directions d'avoir des actions concrètes. Et c'est ce qui nous manque toujours dans les visions, c'est d'avoir toujours des organigrammes, des planifications où il y a beaucoup de théories, mais aujourd'hui, il est temps d'aller vers l'action concrète. Et donc, j'espère qu'à la fin de cette réunion, donc, vous allez nous envoyer un rapport avec quelques petites actions pour démarrer. Donc, mercredi prochain, rendez-vous de Génome Tunisia et peut-être quelques semaines après, une grande réunion qui sera organisée par les directions de la recherche pour la relance de la recherche nationale et internationale et peut-être juste après une relance en matière d'autres perspectives. Et merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, professeur Bouzouita, pour votre intervention qui est très, très positive. Là, je regarde mon ami Selam Machouaib, parce qu'en préparant la journée, nous avons beaucoup discuté ensemble. Et bon, voilà, Selam, docteur Bouzouita, le ministère de la Santé est positif, donc on a effectivement l'espoir que la médecine personnalisée prenne sa place réelle dans le pays d'ici quelque temps, mais on attendra le temps qu'il faudra. Merci beaucoup en tous les cas pour cette vision globale, positive et très encourageante. Alors, la parole est au public. J'ai vu la main de professeur Heshmelouzi d'abord, professeur Bouzouaya, docteur Bougara, je ne me trompe pas, et puis docteur Jama. Donc il y a 4 pour le moment. Juste, je rajoute un petit mot. Ceux qui voudront faire des recommandations et qui n'auront pas le temps
de parler haut, comme ça, oralement, vous pouvez les mettre sur des papiers et puis je vous assure que chaque modérateur de table ronde tiendra compte aussi de ceux qui n'ont pas parlé mais qui ont écrit. Voilà. Bon. Oui. On écrit en même temps, mais c'est bien qu'il nous laisse un papier. Professeur Louis. Je commence par excellent. Puis ce matin, le niveau des présentations, les débats, les échanges, c'est vraiment magnifique, c'est excellent. Puis on vient d'avoir une vision par rapport aux différentes problématiques qui a été présentée par le directeur général de la santé. C'est vraiment excellent. Je voulais faire, disons, ce sentiment que j'ai, et c'est très positif et on peut construire. Maintenant, j'ai une recommandation que je vais écrire après, mais que je soumets déjà. Je suis pas dans la génétique, on va dire, je suis pas dans l'oncogénétique, etc. Et ça me permet de voir des choses un petit peu d'une autre manière. Je suis aussi quand même manager d'un institut qui fait un certain nombre de choses. Et donc cela, l'idée, est-ce que je veux faire passer, et ça c'est un modèle qui marche très bien aux États-Unis, c'est le rôle des sociétés savantes. Alors, vous êtes organisés. Je dis vous, par exemple, les généticiens, j'imagine qu'il y a une société de génétique, il y a des sociétés d'autres sociétés savantes dans les différentes spécialités. Aux États-Unis, les recommandations qui vont vers les politiques sortent des sociétés savantes. Les critères de diagnostic sortent des sociétés savantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a les différentes spécialités et les différentes expertises. Et deuxièmement, il y a à la fois le secteur public et privé. Donc, les sociétés savantes, et je sais qu'en Tunisie, les gens sont solidaires. Moi, je suis membre d'une société savante, la société d'immunologie. Les gens s'aiment, se retrouvent, essayent de travailler ensemble, etc. Et il y a des actions au-delà des séminaires que les sociétés savantes peuvent faire pour inviter des gens, pour débattre et tout. C'est à eux d'organiser des réunions entre sociétés pour une meilleure coordination. Et dans les sociétés, il n'y a pas que les médecins où il y a différentes spécialités et c'est en fait c'est la diversité discipline qui est encore plus, je pense, importante dans le domaine de la génétique, parce que dans le monde entier, les généticiens, ceux qui ont découvert les maladies génétiques, très souvent, c'est pas des médecins. Okay ? Donc, il faut savoir que collaborer, il faut qu'il y ait une plateforme, une entente, et c'est la collaboration entre les différentes spécialités et les différentes... Vous parlez tout à l'heure de médecins prescripteurs. Moi, ça m'a rappelé, au départ, quand je suis rentré en Tunisie, on développait des tests pour l'auto-immunité, et on réalise parfois que le médecin prescripteur n'a pas encore eu le temps de regarder l'impact ou l'importance ou la valeur prédictive ou la valeur diagnostique de tel ou tel type d'auto-anticorps, par exemple, dans une pathologie. Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les gens qui ont de l'expertise dans ce domaine communiquent à travers les sociétés savantes, à travers les réunions, à travers les staffs, pour informer. Parce que le médecin prescripteur, lui, ne peut pas savoir à l'avance que tel gène va être important et qu'il va demander. Il faut qu'il s'informe, il faut qu'il côtoie les gens qui travaillent dans cette thématique. Et ces gens-là, c'est à la fois des médecins, mais aussi et surtout des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens. Et c'est des gens qui regardent, des bioinformaticiens et autres. Et donc, voilà, moi, mon message, c'est qu'il y ait la pluridisciplinarité et qu'il y ait la concertation dans un climat serein où tout le monde est respecté, où les responsabilités sont bien définies. Et deuxièmement, faire jouer un rôle important aux sociétés savantes. Et ça, le ministère peut dire « je serai à l'écoute d'éventuelles recommandations ou d'éventuelles actions ». Et c'est très bien qu'on évolue vers ça et que le rôle des sociétés savantes soit plus important dans la définition et dans les politiques de santé d'une manière générale. Merci, professeur Louzy. Et là, on a entendu le coordinateur, le leader d'une institution, effectivement, qui est en train de faire avancer le pays. Et je pense que tout ce que vous avez dit rentre
dans les objectifs de cette journée, d'une collaboration effectivement entre les différentes disciplines et de déterminer les responsabilités de chacun. C'est très, très important. Merci beaucoup, professeur Nordine Bouzoye. Merci beaucoup. Merci à tous les orateurs. Ils nous ont régalé, effectivement, à Heshmi. Mais ce n'est pas étonnant quand on se trouve autour de nous entre cette fine fleur de la recherche en Tunisie. Ce n'est pas étonnant. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt quelques expériences de collègues, d'expériences de pratique clinique de quelques collègues orateurs qui sont basées sur les preuves scientifiques en termes d'exploration et biomarqueurs, en termes de prise en charge et même de prise en charge thérapeutique. On a vu quelques plaques où il y a des schémas thérapeutiques déjà. Mais je dis qu'à partir de là, je pense qu'il est temps aujourd'hui, surtout en la présence de notre directeur général de la santé, qu'il est temps de, comment dire, c'est peut-être difficile, le terme est peut-être un petit peu fort, de standardiser, d'unifier. Nous, médecins, on n'aime pas beaucoup ça. On ne veut pas être rentrer dans des moules de prescription, de prise en charge, mais au moins d'appliquer ou de respecter certaines normes de prise en charge. C'est à partir de l'évidence-based medicine de passer à l'évidence-based practice. Autrement dit, la médecine ou la pratique médicale basée sur des preuves scientifiques. Et je pense que ce n'est pas difficile puisque j'en parle en présence de notre directeur général de la santé qui demandait à ce que d'ici la fin de la journée, on lui propose des choses. Moi, je vous propose quelque chose ou de réchauffer un plat. Réchauffer un plat dans la mesure où c'est d'évidence-based practice. En 2007, nous avons établi une collaboration avec la CNAM pour établir des guidelines de prise en charge des pathologies les plus fréquentes. Donc, il y a déjà, quand on regarde aujourd'hui le site du ministère de la Santé, il y a déjà 5 ou 6, j'espère qu'ils figurent encore sur le site du ministère de la Santé, des protocoles de prise en charge. Et ça, je le dis à Heshmi Louzir, qui a beaucoup insisté, à juste raison, sur le rôle des sociétés savantes. Dans ces guidelines que nous avons établis en 2007, au profit de la CNAM, c'était avec des sociétés savantes. Aucun guide de prise en charge des pathologies les plus fréquentes, je crois qu'il y avait 6 ou 7 qui sont sur le site actuellement, ont été établis avec les sociétés savantes, jamais sans l'aval des sociétés savantes. Et ça, c'est important et tu as entièrement raison. Je sens les références quand même en matière. Alors, je pense qu'il faut donc passer à l'établissement de ces guidelines et à l'evidence-based practice, d'abord pour améliorer la qualité de nos prises en charge, mais aussi peut-être, certainement, à comprimer un petit peu les surcoûts. Tout à l'heure, la CNAM nous en parlera. Et d'autre part, à revoir l'organisation de nos soins à partir de là. Et j'ajouterai quelque chose également. Pour la DGS, pour le ministère de la Santé, nous sommes le 2e ministère qui, en 2005 ou 2006, Najwa Miladi était au ministère de la Santé, on a établi les priorités de la recherche. Pas pour vous apporter cette information comme ça, mais pour vous dire que dans les priorités de la recherche, la génétique figure en bonne et due forme. Elle est dans les priorités de la recherche depuis 2006. Voilà, donc je pense que, encore une fois, pour résumer, nous travaillons sur un passé, un actif et pas un passif. C'est quelque chose de positif. Nous ne partons pas de zéro aujourd'hui. Pas du tout. Nous avons des acquis, nous avons nos atouts. Il faut construire là-dessus. Sans, bien sûr, j'occulte un petit peu tout ce qui a été fait au niveau de la technopole. J'en passe. Merci beaucoup, professeur Bouzoye. On va avancer. Et donc, je donne la parole au docteur Bougara. Ensuite, docteur Jama, ensuite, docteur Zrad. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis le docteur Fawzi Bougara. Je suis médecin libéral, généraliste, ce qu'on appelle maintenant médecin de famille, et j'exerce depuis 40 ans.
je suis très content, je vous remercie pour l'invitation. La qualité des présentations sont excellentes et j'apprends, je suis venu en tant qu'apprenant. L'allocution de monsieur le directeur général était la cerise sur le gâteau. Et ce que vous avez dit est très honorable pour notre pays et ça nous donne de l'espoir et ça nous donne envie de rêver encore. Moi, je pose une seule question avec quelques réflexions. La question, quel est le rôle de la première ligne dans cette médecine de génomique médicale? Quel est notre rôle exactement? Et quelques réflexions brièvement, c'est que il me semble qu'il faut faire une analyse financière. Certes, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Comme vous savez, les dépenses de la santé dépassent de loin les ressources. Les dépenses dépassent de loin les ressources pour la simple raison que la technologie augmente, que le patient demande les soins et que nous, médecins, on devient nombreux. Et par conséquent, il faut maîtriser les dépenses. De là vient le rôle de la première ligne. La première ligne, son rôle de maîtriser les dépenses en vous signalant que nous, en première ligne, avec actuellement la réforme de l'assurance maladie, les jeunes médecins qui sortent sont beaucoup plus performants que nous au début de notre diplôme. Parce que nous, avec la formation, on se développe. Mais au début, ils sont beaucoup plus performants parce que la formation est très adéquate. Donc, j'ai voulu attirer votre attention sur le coût de la santé, sur le rôle de la première ligne, et ma question, effectivement, c'est le rôle de la première ligne, parce que je n'ai pas entendu son rôle actuellement jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Mohamed Juma. C'est pour ça que j'ai demandé un deuxième micro. C'est pour que vous ne sautez pas d'un endroit à l'autre. Bon, vous êtes sportif, je le sais. Merci, Madame Habiba Chabouni. Alors, excellente présentation, comme tout le monde l'a constaté. Et du coup, des formations professionnelles obligent. Je suis chercheur en cancérologie et c'est Mohamed Juma'a. Donc, à mes amis, Hatem Chaaba et puis Ziad Mu'tamid et puis même à Madame, vous avez dit que finalement, pour les cancers du poumon, aussi pour le cancer colorectal, etc., le sein pour le PARP, etc., FAMA, de plus en plus de la spécificité. Donc, vous regardez gènes, si c'est muté, ça va être des inhibiteurs de tyrosine kinase, ça va être les inhibiteurs de PARP, etc. Et est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Est-ce que c'est vraiment, il n'y a qu'une seule mutation, FIVOI, et que les autres ils sont wild type, et Anna cherchait à savoir que c'est le cas, et du coup, quand c'est le cas, il y a plusieurs mutations dans plusieurs voies. Est-ce que FAMA a un protocole de synergie mabine les médicaments qui sont proposés? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que quand il y a une rechute, est-ce qu'on repart encore une fois vers le séquençage? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les deux questions. Et puis, j'ai une petite histoire rapide à raconter par rapport à cette médecine personnalisée en cancérologie. L'idée, c'est on fait le séquençage, on chauffe les gènes, on chauffe les mutations et on va vers les médicaments, les inhibiteurs de ces gènes-là. Un de mes collaborateurs, Ross Kagan, mentionné à Institute de New York, il voit la chose autrement. Donc, ils font le séquençage. Et on ne cherche pas à comprendre quel gène est muté. Enfin, oui, mais on ne cherche pas à avoir l'inhibiteur spécifique pour cette voie. Mais on fait le séquençage et puis on choisit les top 10 mutations, les 10 mutations les plus présentes dans tous les pathways, APC, PSA53, PARP, whatever. Et du coup, on crée des avatars avec des organoïdes ou avec le petit modèle animal qui croît très vite. Et donc, on crée des avatars qui sont personnalisés, non pas à une petite population, mais aux patients. Donc cet avatar-là, il va développer, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, une tumeur qui est la même qu'a le patient. Et après, il va faire un screening de toutes les drogues, toutes les molécules FDA approved, indépendamment de la nature du médicament. S'il est destiné à la chimio ou pour une pommade.
Vous voyez un peu l'histoire. Donc, il fait un screening de toutes les FDA, 25 000 molécules, un premier screening, un deuxième screening, un troisième screening. Et du coup, il arrive, et c'est extraordinaire qu'il fait, à guérir des patients qui m'ont ils avaient les pieds devant, on a machine directement le morgue. Et j'ai vu des patients qui ont repris le travail. Et bon, après, il y a des rechutes. Mais c'est beaucoup plus tard que ce que نجم يكون avec un traitement spécifique à une voie. Voilà, c'est vraiment une autre vision, une autre façon de voir la chose. Et bien sûr, les deux premières questions par rapport à la situation tunisienne. Ou shukran jazila, merci beaucoup, extraordinairement. Merci beaucoup, Dr Jamaa, pour cette proposition. Non, c'est Dr Zral. C'est pour Dr Zral maintenant. Et je pense qu'on va vous répondre. Alors, est-ce qu'il y a encore, après Dr Zral, ces docteurs et j'entends pas. Ça fait rien. On va vous donner le micro ensuite. Donc, il reste encore trois interventions. Comme ça, vous laissez un petit peu le temps aux orateurs de répondre rapidement pour qu'on puisse effectivement avancer dans la matinée. Allez-y. Alors, mon intervention, c'est à propos de l'apport des sociétés savantes dans les recommandations et uniformiser nos pratiques. Effectivement, 3 sociétés savantes en oncologie, la Société tunisienne d'oncologie médicale, l'Association des médecins de libre pratique et l'Association tunisienne pour la recherche en immuno-oncologie, ont programmé dans les semaines à venir une réunion justement dans cette optique. Alors, les référentiels en matière de pratique des tests génétiques seront prêts le mois de janvier. Seulement, ça reste uniquement sur le plan scientifique. Donc, notre réunion, en fait, va avoir comme but de mettre en pratique l'application de ces référentiels. C'est beau d'avoir des référentiels, mais si les tests sont coûteux, donc il n'y aura pas un accès à tout le monde, il n'y a que les gens qui peuvent se payer ces tests qui le font, ou les faire. Parce qu'on a vraiment des laboratoires accrédités. Parce que avoir un test positif alors qu'il ne l'est pas, ça change toute la donne. Donc, du coup, au lieu de donner le bon traitement, on va être complètement à côté de la plaque. Donc, l'accréditation des laboratoires, diminuer le coût de ces tests génétiques. Et la troisième, et surtout la dernière, et pas des moindres, c'est le coût des médicaments et leur accessibilité. Ça sert à rien à ce moment-là de mettre des référentiels si on a une mutation et qu'on n'arrive pas à donner le bon médicament parce qu'il n'existe pas, parce qu'il n'a pas encore l'AMM ou qu'il n'est pas remboursé par la CNAM. Parce que même si le médicament existe, mais qu'il n'est pas remboursé par la CNAM, ça veut dire qu'il n'y aura que les gens qui peuvent l'acheter, qui peuvent y accéder. Le Tunisien normal qui a une sécurité sociale ne va pas pouvoir accéder à ces médicaments qui vont lui sauver la vie, puisque vous avez vu, avec une atteinte méningée, on est passé de 3 mois à 2 ans. Quand même très important. Absolument. Même si on n'arrive pas à guérir, on augmente énormément la survie. Merci beaucoup. Allez-y, Dr Boukat. Ça ne fonctionne pas? Ok, merci. Tout d'abord, je remercie les organisateurs pour cet excellent programme. Ma question, depuis le matin, donc... excusez-moi, je me présente, je suis Dr Karim Bougat, je suis spécialiste en oncogénétique et immunogénétique, plus précisément en cancer colorectal. Donc, ma question, c'est par rapport à nos collègues médecins. J'ai vu qu'ils envoient les prélèvements à l'étranger pour faire les tests, donc les détections de mutations. Est-ce que c'est une question de confiance par rapport à nos laboratoires? Et donc là, ça soulève un problème de recensement des laboratoires au niveau de la Tunisie qui peuvent faire cet exercice. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire entre le ministère et l'INEA Santé pour déterminer quelles sont les démarches diagnostiques, les tests diagnostiques.
ou c'est une question de stratification. Il y a un risque pour les patients si on ne fait pas une véritable stratification. Donc, il y a un risque. Si le test n'est pas, disons, le résultat du test avec le dilemme entre, disons, précision et sensibilité et spécificité. Donc, il y a aussi un problème éthique par rapport aux données personnelles de nos patients qui sont envoyés à l'étranger. Donc ça, c'est aussi une question à prendre en considération par rapport à l'envoi de nos échantillons à l'étranger. Deuxième question, c'est par rapport au partenariat public-privé. Je crois que ça reste très... Bon, cette coopération, ça reste très, je dirais, archaïque, parce qu'on devrait faire beaucoup plus d'efforts par rapport au privé, notamment dans la recherche clinique, dans la formation à l'échelle de nos institutions, de nos établissements, notamment par des coopérations pour des tests de doctorat, des masters, et ça va être bénéfique pour le problème du personnel par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous vous présentez, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je me présente, je suis professeur agrégé en pharmacologie, Dr Adel Hamdi, et actuellement je suis CEO d'une start-up technologique, donc récemment créée depuis un peu plus d'un an. Et donc j'ai deux questions. La première, donc je voulais attirer l'attention, donc justement on est en train d'avancer énormément sur le plan d'infrastructure pour pouvoir avoir le génome donc de la population tunisienne. Et donc je sais que c'est le dada de professeur Bouzouita. Donc je voulais attirer l'attention sur le fait de collecter les données. Donc aujourd'hui, on va avoir le code génétique des patients et en contrepartie, on va pas avoir tous les autres détails pour pouvoir faire justement les associations. Donc je voulais avoir professeur Bouzouita peut-être s'il peut nous faire un point d'avancement. Et puis la deuxième question, ça concerne, donc on a parlé tout à l'heure d'evidence-based medicine. Donc je me pose la question avec l'intelligence artificielle et les nouvelles, donc les données qu'on va collecter, on va à un certain moment avoir de nouvelles recommandations, des choses qui sont différentes des guidelines internationales. Est-ce que éthiquement on va pouvoir appliquer ces recommandations de l'intelligence artificielle dans la pratique? Donc, je ne sais pas, c'est un nouveau changement de paradigme par rapport à l'evidence-based medicine, où on faisait des essais cliniques, et puis après avoir publié les résultats, tout le monde pouvait utiliser ces résultats. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Adel Hamdi, et très contente de savoir qu'il y a un CEO d'une start-up qui est présent avec nous, parmi nous. Alors, est-ce qu'il y a encore un commentaire, une question, une intervention, Dr Saint, pour que je donne la parole au panel présent. Merci. Moi, je voudrais insister au-delà des sociétés savantes dont Sir Heshmi a parlé. Je voudrais insister sur la répartition dans le pays des compétences par rapport au diagnostic et par rapport à la demande des prescripteurs et des patients. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans le pays quelque chose de dressé qui permet de montrer les différentes structures avec leurs différentes activités, avec leurs différentes possibilités, pour qu'il n'y ait pas de redondance, pour qu'il y ait pour qu'il y ait une meilleure rentabilité, pour qu'il y ait une meilleure synchronisation et une meilleure coordination. Voilà. Oui, c'est l'idéal. Hein. Alors, peut-on atteindre l'idéal? C'est la question. C'est l'idéal, effectivement. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et malgré le fait que la génétique existe en Tunisie depuis plusieurs années, il faut être honnête pour dire qu'il y a encore des problèmes qui se posent. Voilà, tout simplement. Et si on a la sagesse, regarder l'intérêt national, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de comportements qui vont changer et pour alimenter plutôt l'intérêt du patient et l'intérêt de la population. Je l'espère, hein, Ali. Alors, je pense
très, très, très rapidement parce que vraiment, il faut laisser le temps à mes invités de répondre. Vraiment très brièvement, madame. Ça va être très rapide. Donc, juste une remarque. Je pense que c'est vrai que les sociétés savantes, ils ont un rôle déterminant, mais le plus important, c'est de définir le parcours du patient dans la médecine de précision. Dans le sens où il faut définir les outils de diagnostic, pronostic et de suivi. Il faut qu'ils soient très clairs. Et c'est la société savante avec l'INEAS qui devrait définir ça. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos remarques qui sont vraiment très enrichissants. Et je vais donner la parole à nos 4 panélistes pour répondre, s'ils ont des réponses. Alors, je vais passer par la droite, professeur Milady. Bon, et brièvement, s'il vous plaît, parce qu'il faut aller déjeuner, parce qu'il y a des activités l'après-midi. Oui. Je répondrai au docteur Fawzi Bouguera. La place du médecin de première ligne, elle est fondamentale. Surtout si on rappelle le décret-loi d'avril 2022 qui instaure la téléconsultation, qui est le garant d'une meilleure accessibilité aux soins. Donc, un médecin de première ligne bien informé, proche des patients, pouvant être le correspondant d'une téléconsultation. C'est fondamental. Le parcours du patient dans la médecine de précision, j'approuve entièrement et je pense qu'il faut, dans tout parcours de patient, qu'il y ait un médecin chef d'orchestre. C'est fondamental. C'est lui qui permet la dissémination auprès des familles des résultats et l'explication adéquate des résultats de manière accessible à la compréhension des familles. Je reconnais que les familles avec lesquelles nous traitons, quelle que soit leur origine géographique, ont fait un bond extraordinaire avec la démocratisation de l'information et de l'information médicale. Les patients arrivent déjà, quand il y a un enfant épileptique, avec une home vidéo. Ils ont enregistré la crise. Et pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir la crise enregistrée, parce que le médecin n'assiste la plupart du temps jamais à la crise quand il est de pratique privée, en cabinet privé. Troisième remarque, les associations scientifiques, mais j'insiste aussi sur les associations de malades. Les associations de malades sont un élément fondamental de la roue de la recherche, de la roue de la diffusion, de la dissémination, de l'éducation à la santé, un terme qui nous est très cher. C'est fondamental. Des parents informés, c'est des parents qui viennent, c'est des parents qui adhèrent aux prescriptions et c'est des parents qui reviennent et qui signalent des éléments nouveaux, c'est fondamental. Donc, les associations scientifiques, certes, mais aussi les associations de malades. Et avec Sonia Abdelhak, nous avons vécu un congrès extraordinaire de l'amyotrophie spinale, un congrès maghrébin où nous avons vu les malades avec un niveau d'éducation à la santé extraordinaire qui ont été partie prenante pour organiser la manifestation, pour financer la recherche et même pour être actifs dans l'instauration des thérapies géniques, en sachant par exemple que la thérapie génique est instaurée pour les amyotrophies spinales en Égypte, elle commence en Libye et nos patients libyens
membres de l'association SMA Libye ont été même plus loin puisqu'ils disent qu'ils peuvent même englober des patients tunisiens s'il y avait des difficultés de financement de ces thérapies excessivement chères. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une prise qui coûte certes 1 million d'euros, mais c'est une prise qui permet d'éviter une maladie, qui permet d'éviter le handicap. Je laisse le soin aux économistes de santé, mais c'est à nous de leur donner les informations, de leur donner le coût de la maladie, de leur donner le coût du traitement qui évite la maladie et évite des prises en charge lourdes, coûteuses et pénibles pour les familles. Merci. Merci beaucoup, professeur Miledi. Maintenant, la parole au professeur Zeid Mouatamari. Merci, madame. Alors, je vais être rapide. En une phrase, je vais essayer de répondre à plusieurs questions, notamment pour le cancer des poumons, ma spécialité. Alors, les mutations, généralement, il y a une voie principale qui est prédominante. Il y a une activation des autres voies. C'est pour ça qu'on choisit un seul traitement. Et sous pression du traitement, malheureusement, parfois, on a un échappement, sous la pression thérapeutique, un échappement. C'est pour ça qu'on rebiopsie, soit biopsie solide, soit liquide carrément, pour voir s'il y a un mécanisme de résistance qui apparaît, s'il y a une option thérapeutique qu'on peut faire. Et par la même occasion, donc malheureusement, c'est la disponibilité des laboratoires qui font qu'on adresse à l'étranger. Mais pour la pneumo, je pense qu'il y a un laboratoire pharmaceutique qui sponsorise l'ALC. Il y a l'Ariana. Nous, à l'hôpital militaire, fin février, on va avoir un petit appareil. Madame Imen, je pense qu'elle a aussi un truc qui permet d'avoir des diagnostics sur ça, mais c'est la disponibilité qui fait qu'on adresse à l'étranger pour avoir une cartographie. Et ces analyses nous permettent de faire d'autres options thérapeutiques, des associations, introduire l'immunothérapie. Les options sont multiples. L'exemple des avatars que vous avez dit, je suis sûr et certain qu'actuellement on est en train de parler d'oncogénétique, mais partout dans le monde, on est en train d'essayer des techniques qu'on n'a jamais entendu parler, des trucs de la science-fiction qui va apparaître dans une dizaine d'années. Le monde bouge, on va essayer de rattraper les choses, notre retard, ça commence aujourd'hui, ça se continuera, et donc voilà. Pour le médecin généraliste, vous êtes la pierre angulaire de ça, parce que la médecine de précision, c'est vous êtes plus précis que nous, vous êtes plus proche des patients que nous, vous avez le rôle de faire le diagnostic, de faire le conseil de faire le diagnostic génétique, le conseil de faire la recherche de mutations, et donc votre rôle est principal, vous êtes une pierre angulaire dans ça, dans tout ce processus. Voilà, c'est les questions auxquelles je peux répondre avec le peu que je sais. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur Mouatamari. Bon, comme tout à l'heure, professeur Bouzouit parlera en dernier. Ça va être la deuxième cerise sur le gâteau. Et maintenant, on donne la parole au docteur. Alors, quand l'oncologue médical reçoit le malade en consultation, surtout lorsqu'il a un cancer avancé, il a besoin d'un tableau de bord établi au diagnostic. Donc, le problème du cancer du poumon ou d'autres maladies, c'est que les biopsies sont petites et on a besoin d'avoir les informations une fois pour toutes chez un seul laboratoire. Le problème en Tunisie, c'est qu'il y a le laboratoire X qui fait ce récepteur, le laboratoire Y qui va faire l'autre récepteur. Et donc, en général, la quantité de l'ADN tumoral n'est pas suffisante pour faire tous ces tests. Et en plus, c'est chronophage. Et donc, on est obligé le malade va perdre du temps et on va commencer le traitement sans avoir une idée sur les autres possibilités thérapeutiques. Raison pour laquelle, aujourd'hui, du moins dans le privé, personnellement, je passe par le docteur Chabouni qui va faire les tests et envoyer à l'étranger pour avoir les résultats. Concernant avoir plusieurs ou une mutation activatrice, en général, ça dépend du cancer, mais en général, on a plusieurs mutations, mais dont une seule qui va être activée par un médicament. À la progression, des fois, on sera amené de rebiopsier pour savoir s'il y a d'autres mutations qui apparaissent, qui peut-être vont être ciblables par d'autres traitements. Donc, ça dépend du cas. Merci beaucoup, Dr. Chamba. Je donne la parole au professeur Abdelzer Bouzouita. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur les sociétés savantes.
maintenant depuis une période, dans toutes les réunions qu'on organise au ministère, on invite pour chaque thématique le collège de spécialité et la société savante. Le principe, c'est qu'il y a toujours le côté formation des étudiants pour préparer le futur et la participation du secteur privé dans le cadre de la réflexion. Et donc, c'était une approche systématique, plan IDM, plan AVC, toutes les réflexions possibles à chaque fois, la participation des deux. Et puis, je vais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Bouzouaï. En fait, nous avons continué dans la même lancée que vous avez initiée, puisque l'UNEA Santé, et c'est une occasion pour remercier le travail qui est fait par l'UNEA Santé, et je pense que le professeur Chokri Hamoud, après, va détailler tout le travail qui a été fait. Aujourd'hui, il y a 30 référentiels accrédités, certifiés par l'UNEA Santé, avec les collèges et les sociétés savantes. Donc aujourd'hui, ça démarre, mais je constate toujours que, pour être un peu critique vis-à-vis de notre démarche, nous avons peut-être un petit problème de communication, et je pense qu'on doit parler encore et encore de ce qu'on est en train de faire, parce que travailler en cachette, je pense que ça n'apporte rien du tout. La preuve, il y a 30 comment dirais-je, référentiels, et malheureusement, le chiffre n'est pas bien annoncé, je pense qu'on va travailler là-dessus. Autre paramètre important, j'ai essayé de ne pas parler de l'informatisation, parce qu'à chaque fois j'en parle, mais Aad m'a poussé un peu. Pour être critique, nous avons dans notre pays un problème de base de données. Nous avons un problème d'indicateurs. Et donc aujourd'hui, tout le travail, et le professeur Miled l'a bien précisé, informatiser n'est pas égal faire un dossier médical. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais le plus important, c'est de développer aujourd'hui dans la démarche de l'informatisation que nous sommes en train de mener, le principe d'indicateur en premier lieu et apprendre aux différents acteurs la culture de base de données et de partage de données. Aujourd'hui, chacun garde ses données chez lui. Et donc, c'est le premier problème de financement du secteur de santé, le manque d'indicateurs. Donc aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de développer comme vision, nomenclature des actes, informatiser, parler, faire le tour des hôpitaux, participation du privé, le but essentiel, c'est d'avoir des indicateurs pour faire une cartographie de tout. Pas uniquement les explorations, mais même le financement aujourd'hui ne peut se baser avec les différents intervenants, bailleurs de fonds, ministère de l'économie, ministère des finances, etc., que par des indicateurs. C'est vraiment informatiser aujourd'hui n'est pas égal avoir des informations sur une tablette ou avoir informations à la maison. Ça, on va dire, c'est des gadgets pour jouer, mais le plus important, dans vision de système de santé, de politique nationale de la santé, sans indicateurs et sans base de données, on ne peut avancer. C'est le principe aujourd'hui sur lequel nous sommes en train de travailler, sur le label qu'on appelle informatisation et non pas uniquement le dossier médical. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais saluer l'honorable assistance puisque, excusez-moi, je ne serai pas présent l'après-midi pour d'autres engagements et vous pouvez m'excuser pour mon absence. J'aurais bien aimé être là, mais je serais très content de voir les actions que vous allez nous dicter pour nous aider à voir plus clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Bouzouaï. Tu as promis. Vous aurez tout ce qu'il faut parce qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus, Emel et moi-même, et vous aurez toutes les informations, toutes les recommandations. Avant de remercier le public et le panel, je voudrais juste dire 3 points. Je vais pas être longue parce qu'il y a le déjeuner et puis l'activité de l'après-midi qui nous attend. D'abord, pour l'intelligence artificielle, il y a quelqu'un qui a parlé d'intelligence artificielle. On aura l'après-midi l'honneur d'écouter notre ministre Sina El-Fehri, qui va donc être là avec nous et qui va nous parler sûrement d'intelligence artificielle. C'est très important. Il n'y a pas de médecine de précision sans intelligence artificielle. Là, c'est une évidence, ça ne se discute pas du tout. Le deuxième point qui a été soulevé par notre collègue docteur Fawzi Bougara concernant les médecins de première ligne. Juste, je n'aime pas tellement dire ce que j'ai fait, mais juste je rapporte un fait. En 1993, j'ai fait le tour de la Tunisie avec une équipe formée de médecins généticiens du service des maladies héréditaires et des membres de l'Institut de promotion des handicapés, quand il portait ce nom-là. On a fait le tour de la Tunisie en regroupant 2 à 3 gouvernorats
pour parler, pour nous adresser aux médecins de première ligne. C'était ça l'objectif. C'était de leur dire que la médecine est en train d'évoluer et que tout ce que vous avez appris à la fac est très important, mais qu'il y a des choses nouvelles relatives à l'identification et à la connaissance du génome du malade. Je ne sais pas si vous avez participé à ces séminaires. C'était des séminaires d'une journée où on présentait effectivement l'apport de la génétique dans la prise en charge du patient. Et puis, bien sûr, on a parlé de conseils génétiques, de prévention, de certificat prénuptial et ainsi de suite. Donc, c'est tout simplement pour vous dire l'importance du médecin de première ligne, même si ce n'est pas lui qui va prescrire le test génétique, eh bien, normalement, je dis bien normalement, c'est à lui que l'information va revenir en ayant transité par le médecin spécialiste. Parce que la médecine de précision, c'est une médecine pour l'individu, mais pas la médecine de précision. Elle est personnalisée, c'est pour le patient, mais elle n'est pas uniquement pour le patient. Elle est également pour la famille. Et ça, c'est très, très important. Enfin, pour les sociétés savantes, si Heshmi, vous avez parlé de la société d'immunologie, vous avez la chance d'avoir été suffisamment intelligent au départ pour créer cette société. Et c'est pour cela que vous êtes des frères et sœurs. Je sais, parce que j'ai des retours avec Amel, avec Hatem Masmoudi, je sais ce que vous faites dans cette société. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Et nous espérons qu'effectivement, viendra un jour où l'on comprendra qu'il est important de se mettre ensemble pour avancer pour ce pays. Alors, sur ce, je voudrais remercier mes 4 honorables invités, nos 4 honorables invités, parce que nous sommes un comité d'organisation, nous avons tout travaillé ensemble. On a même discuté le nom des intervenants. Je vous remercie énormément, honorables invités. Je remercie l'assistance. Je vous invite au déjeuner, qui sera un buffet, parce qu'on est dans le hari-hari. On est pressé pour reprendre l'après-midi, la 3e table ronde qui sera modérée par mon ami, le professeur Selim Chouaib. À tout à l'heure.